Elle avait tout perdu le jour où la terre avait recouvert le cercueil de son époux, se jurant alors de ne plus jamais ouvrir son cœur. Mais lorsqu'une petite fille fiévreuse apparut dans les bras d'un soldat désespéré au cœur de la tempête, ce qui débuta comme un acte de miséricorde se mua rapidement en une lutte pour l'amour et la survie. Élise Morin ajusta son châle de laine sur ses épaules alors que le vent des plaines s'engouffrait en sifflant à travers les interstices des murs de sa cabane. 3 années s'étaient écoulées depuis qu'elle avait mis en terre Jean, son mari, mais la douleur restait aussi vive que le jour où elle avait vu sa bière de pain descendre dans le sol impitoyable du désert. « Plus jamais », murmura-t-elle pour elle-même en tisonnant les braises mourantes dans l'âtre. La promesse qu'elle avait faite au bord de la tombe demeurait intacte. Son âme ne s'offrirait plus à personne. Dehors, le tonnerre grondait à travers un ciel d'encre. L'orage menaçait depuis le matin, promettant de rompre la sécheresse qui accablait le territoire depuis des mois. Élise s'approcha de la fenêtre, observant les premières gouttes lourdes s'écraser au sol. Son petit ranch, isolé au pied de la sierra, avait essuyé bien des intempéries, mais celle-ci éveillait en elle une inquiétude sourde. Soudain, des coups violents contre la porte la firent sursauter. Qui pouvait bien errer par un temps pareil ? Avec prudence, elle saisit le fusil de chasse que Jean lui avait appris à manier avant de s'éteindre. « Qui est là ?» lança-t-elle, la voix ferme malgré des battements affolés de son cœur. « S'il vous plaît, madame, aidez-nous !» C'était une voix d'homme, désespérée et éraillée, qui traversa le bois épais de la porte. Élise n'hésita qu'un instant avant de tirer le verrou. Sur son porche se tenait un lieutenant de cavalerie, trempé jusqu'aux os, serrant contre lui un paquet enveloppé dans son manteau militaire. Derrière lui, 2 autres soldats tentaient de maintenir leurs montures épuisées. « Lieutenant Gabriel Duroy, madame, » dit-il alors que l'eau ruisselait de son chapeau. « Notre patrouille a été prise dans la tourmente. Nous avons trouvé... » Il écarta le pan de son manteau pour révéler le visage d'une enfant, une petite fille aux traits autochtones, âgée de 5 ans tout au plus. Ses yeux sombres étaient écarquillés par la terreur. « Nous l'avons trouvée seule là-bas, » expliqua-t-il, la voix s'adoucissant. « Ses parents ont probablement péri dans les récentes escarmouches. Elle brûle de fièvre et nous ne pouvons pas rejoindre le fort avec ce déluge. » Élise sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, une sensation qu'elle croyait morte depuis longtemps. Sans réfléchir, elle posa son fusil et tendit les bras vers l'enfant. « Entrez » ordonna-t-elle, « vite !» Les soldats s'engouffrèrent avec gratitude, apportant avec eux l'odeur de la pluie et du cuir mouillé. Le lieutenant déposa délicatement l'enfant dans les bras d'Élise, et le poids fragile de la petite envoya une onde de choc à travers son corps. Depuis combien de temps n'avait-elle pas tenu un enfant ? Ses propres rêves de maternité avaient été ensevelis aux côtés de Jean. « Je vais lui préparer quelque chose de chaud, » dit Élise en installant la fillette sur son propre lit. « Vous, séchez-vous près du feu. » Tandis qu'elle faisait infuser des herbes pour faire tomber la fièvre, le lieutenant Duroy raconta comment ils avaient découvert l'enfant errant près d'un campement incendié. Les affrontements entre les colons et les tribus locales s'étaient intensifiés ces derniers mois, laissant d'innombrables victimes dans les 2 camps. « On ne pouvait pas la laisser là, » dit-il en réchauffant ses mains au-dessus des flammes. « Mais le fort n'est pas un endroit pour une enfant de son peuple. Le commandant l'enverrait sûrement dans une de ces institutions religieuses de l'Est. » Élise hocha la tête en silence, ne sachant que trop bien ce que cela signifiait. Elle avait entendu les histoires d'enfants arrachés à leur culture, à qui l'on interdisait de parler leur langue ou de pratiquer leurs traditions. La petite gémissait doucement alors qu'Élise l'aidait à boire l'infusion. Ses yeux noirs, voilés par la fièvre, se fixèrent sur le visage de la jeune veuve avec une intensité étrange qui lui serra le cœur. « Repose-toi maintenant », chuchota Élise en caressant les cheveux humides de l'enfant. « Tu es en sécurité ici. » La nuit s'épaissit et la tempête fit rage. Les soldats s'endormirent près de l'âtre, mais Élise veilla au chevet de la petite, changeant les linges frais sur son front et murmurant des paroles apaisantes lorsque les cauchemars la faisaient tressaillir. À l'aube, alors que l'orage commençait à s'apaiser, la fièvre tomba. Les paupières de l'enfant s'ouvrirent, le regard plus clair, et elle étudia le visage d'Élise à la lueur douce de la lampe à huile. « De l'eau » dit doucement Élise en lui tendant une tasse. La fillette but avidement avant de se laisser retomber contre les oreillers. Puis, d'une voix qui n'était qu'un murmure,
Elle prononça un mot unique qui fit voler en éclats les murs qu'Élise avait érigés autour de son âme. « Maman !» Élise se figea, les larmes lui montant soudainement aux yeux. L'enfant était confuse, délirante peut-être, la prenant pour une autre, mais ce mot simple et dévastateur, résonna dans les chambres vides de son être. « Non, ma petite, réussit-elle à dire, je ne suis pas ta maman, mais je t'aiderai à retrouver les tiens. » Pourtant, même en prononçant ces mots, Élise sentit le réveil d'une force endormie en elle. Un instinct protecteur et féroce qu'elle croyait disparu avec ses espoirs passés. Dehors, les premiers rayons du soleil perçaient les nuages, projetant une lumière dorée sur le plancher de la cabane. La tempête était passée, mais Élise savait déjà que sa vie ne serait plus jamais la même. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit tumultueuse qui avait fait entrer la petite Nayeli, comme Élise avait appris à l'appeler, dans son existence. La cavalerie était repartie, promettant de se renseigner sur toute famille autochtone cherchant une enfant, mais le lieutenant Duroy avait semblé douter qu'il trouve des réponses dans ce climat d'hostilité. « Vous prendrez soin d'elle, Madame Morin », avait-il dit avant de partir. « Je le vois dans vos yeux. » À présent, alors qu'Élise étendait le linge sous le soleil matinal, elle regardait Nayeli arranger soigneusement des cailloux dans la poussière. L'enfant parlait peu, mais son regard sombre et intelligent observait tout. Élise avait réussi à apprendre quelques mots de son dialecte grâce à un vieux carnet que Jean avait gardé, suffisamment pour comprendre les besoins essentiels, mais beaucoup de choses restaient non dites entre elles. « Élise Morin !» La voix familière de Marthe, sa plus proche voisine vivant à 5 kilomètres de là, retentit depuis le chemin. La femme corpulente descendit de sa charrette avec une agilité surprenante. « Je viens aux nouvelles et… » Sa phrase se coupa net lorsqu'elle aperçut Nayeli. « Grand Dieu, est-ce une enfant sauvage ?» Élise s'avança d'un pas protecteur vers la petite. « Elle s'appelle Nayeli, elle reste avec moi pour quelque temps. » L'expression de Marthe passa de la stupeur à l'inquiétude. « Élise, as-tu perdu la raison ? Recueillir l'une des leurs après ce qu'ils ont fait au pauvre Jean ?» Les mots frappèrent comme un coup physique. Le mari d'Élise avait été tué lors de l'attaque d'un convoi de ravitaillement qui l'escortait, un fait que tout le territoire connaissait bien. « C'est une enfant, Marthe, » répondit calmement Élise en posant une main douce sur l'épaule de Nayeli. « Elle a 5 ans et elle est seule au monde. Voudrais-tu que je la chasse ?» Marthe souffla bruyamment, baissant d'un ton confidentiel. « Les gens jasent, Élise. Le pasteur Philippe lui-même a dit que ce n'était pas convenable, une femme blanche élevant une sauvageonne. » Élise sentit le rouge lui monter aux joues. Alors peut-être que le pasteur Philippe devrait relire ses évangiles avec plus d'attention. Laissez venir à moi les petits-enfants, n'est-ce pas ce qui est écrit ? Les yeux de Marthe s'arrondirent face au ton tranchant de son amie. En 3 ans de veuvage, elle n'avait jamais entendu la douce Élise s'exprimer avec une telle véhémence. « Eh bien, » finit par dire Marthe, la voix raidie par la désapprobation, « je suis venue te dire qu'il y aura une assemblée au village demain. Ils vont discuter à nouveau du problème des tribus. Après l'attaque de la ferme des Vasseurs la semaine dernière, les gens ont peur. » Élise sentit un frisson la parcourir malgré la chaleur du jour. « J'y serai, » répondit-elle simplement. Après le départ de Marthe, Élise s'agenouilla près de Nayeli. « Ne t'inquiète pas, dit-elle doucement. Tu restes ici avec moi. » Ce soir-là, alors qu'Élise bordait l'enfant dans le petit lit qu'elle avait aménagé dans une vieille malle, la fillette lui serra soudain la main. « Méchants hommes venir !» dit-elle dans un français hésitant qui surprit Élise. Elle n'avait pas réalisé à quel point l'enfant comprenait leur langue. « Personne ne vient, » l'assura Élise. « Tu es en sécurité. » Nayeli secoua la tête avec véhémence. « Méchants hommes prendre enfant comme avant !» Une compréhension glaciale s'abattit sur Élise. « C'est ce qui t'est arrivé ? Des hommes t'ont enlevé à ta famille ?» Les yeux de Nayeli s'emplirent de larmes. « Soldats, feu !» Ses petites mains mimèrent une explosion. « Maman, cachez-moi !» Dire « chut !» puis « fusil !» Élise rassembla l'enfant tremblante dans ses bras, le cœur brisé à nouveau. Elle n'était ni abandonnée ni orpheline, mais séparée des siens dans le chaos. Quelque part, une mère cherchait peut-être désespérément sa fille. « Je te protégerai », murmura Élise avec ferveur.
Je te le promets. Le lendemain, Élise revêtit sa plus belle robe, bien que modeste, et arrangea ses cheveux avec soin sous son bonnet. Après une hésitation, elle décida d'emmener Nayeli avec elle à l'assemblée. Cacher l'enfant ne ferait qu'alimenter les soupçons. La salle commune était bondée à leur arrivée, et un silence pesant tomba sur la foule lorsqu'Élise entra, la petite main de Nayeli serrée dans la sienne. Elle garda la tête haute et trouva une place près du fond, ignorant les murmures qui parcouraient l'assistance. Le maire Thirion se tenait à l'avant, flanqué du pasteur Philippe et du shérif Davis. La discussion s'enflamma rapidement, alors que fermiers et éleveurs racontaient les récentes attaques et réclamaient une intervention militaire. « Ces sauvages ne comprennent qu'une seule langue, la force !» hurla Henri Vasseur, qui avait perdu sa grange dans le dernier raid. « Et les pourparlers de paix ?» demanda Samuel Fouché, le vieux commerçant. « J'ai entendu dire que l'armée négociait avec certains chefs. »« Des pourparlers ?» railla un autre homme. « Pendant qu'ils volent notre bétail et brûlent nos maisons ?» Élise restait silencieuse, sentant Nayeli se presser contre son flanc à chaque éclat de voix. Finalement, n'y tenant plus, elle se leva. « Madame Morin !» l'interpella le maire Thirion avec un malaise visible, ses yeux glissant vers Nayeli. « Vous avez quelque chose à ajouter ?»« Oui, dit Élise, la voix claire et assurée. Je comprends la peur. Je l'ai ressentie moi-même. Mais je me demande si nous pourrions nous rappeler qu'il y a des vies innocentes des deux côtés de ce conflit. » Elle incita doucement Nayeli à se tenir debout près d'elle. « Cet enfant n'a fait de mal à personne. Pourtant, elle a tout perdu dans cette guerre que nous menons. Avant d'appeler à plus d'effusion de sang, peut-être devrions nous considérer qui en souffre réellement. » Le pasteur Philippe s'éclaircit la gorge. « Votre charité chrétienne est louable, Madame Morin, mais sûrement, vous, plus que quiconque, devriez comprendre le danger. Après ce qui est arrivé à Jean, mon mari, l'interrompit fermement Élise, n'aurait jamais cautionné qu'on fasse du mal à des enfants ou qu'on leur fasse payer les actes des autres. Jean était un homme juste. » Un murmure parcourut la foule. Élise sentit des douzaines de regards sur elle, certains sympathiques, d'autres hostiles. « La petite devrait être envoyée dans une école pour Indiens, lança quelqu'un du fond de la salle, pour apprendre à être civilisée. Elle s'appelle Nayeli, répliqua Élise en haussant légèrement le ton. Et elle restera avec moi jusqu'à ce que sa famille soit retrouvée. Alors qu'elle quittait la réunion, le lieutenant Duroy apparut inopinément près de sa carriole. « Madame Morin, dit-il doucement, puis-je vous dire un mot ?» Une fois hors de portée d'oreille des autres, il parla avec urgence. « Un détachement doit passer la semaine prochaine. Ils ont l'ordre de rassembler tous les natifs trouvés hors de la réserve, y compris les enfants. Il s'intéresse particulièrement à votre protégé. » Élise sentit son sang se glacer. Pourquoi ? Son père était un chef de guerre influent qui a mené des raids. Il pense que l'enfant pourrait être utile dans les négociations. Comme otage, vous voulez dire ? Lâcha Élise avec amertume. Duroy détourna le regard. Je pensais que vous deviez savoir. Je ne serai pas avec eux. Mais le capitaine Rochefort n'est pas connu pour ses méthodes délicates. Cette nuit-là, alors que Nayeli dormait, Élise s'assit près de la fenêtre, regardant la lune se lever sur les montagnes lointaines. Cette terre qu'elle avait autrefois trouvée si belle semblait désormais chargée de menaces. Sa décision se cristallisa dans le silence de l'obscurité. Elle devait partir. En commençant à rassembler des vivres, le regard d'Élise tomba sur la petite boîte contenant les effets de Jean, sa montre à gousset, ses lettres et l'alliance en or simple qu'elle avait retirée de son doigt avant l'enterrement. Sa main trembla en la saisissant. « Je brise ma promesse, Jean, » murmura-t-elle à la pièce vide. « J'avais juré de ne plus jamais aimer après t'avoir perdu. Mais cet enfant... » Sa voix se brisa. « Je ne peux pas la perdre elle aussi. » L'aube pointait à peine quand Élise termina de charger le chariot. Elle avait travaillé toute la nuit, n'emportant que le nécessaire, vêtements, nourriture, la vieille carabine de Jean et l'argent qu'elle avait soigneusement économisé. Nayeli observait silencieusement depuis le porche, son petit baluchon serré contre sa poitrine. « Nous partons en voyage, » expliqua doucement Élise en s'agenouillant devant l'enfant, « pour retrouver les tiens. » Les yeux sombres de Nayeli scrutèrent le visage d'Élise. « Ensemble ?»« Oui, promit Élise, ensemble. » Elles se mirent en route alors que le soleil franchissait l'horizon, suivant l'ancienne route commerciale vers le nord,
vers les territoires où des tribus pacifiques étaient censées s'être établies. Élise ne se faisait aucune illusion sur les dangers qu'elles encouraient. 2 femmes voyageant seules à travers une terre contestée. Mais l'alternative était impensable. Le soleil était au zénith lorsqu'elles laissèrent derrière elles les derniers repères familiers. Élise gardait un œil vigilant sur la piste, guettant le moindre signe de poursuite venant de la ville ou la rencontre avec des groupes hostiles. Nayeli, assise sagement à ses côtés sur le banc du chariot, pointait occasionnellement du doigt des oiseaux ou des animaux en poussant de douces exclamations. « Élise !» Le son de son prénom fit tirer Élise brusquement sur les rênes. En se retournant, elle vit un cavalier approcher par l'arrière, le lieutenant Duroy, son uniforme couvert de la poussière du chemin. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle alors qu'il arrivait à sa hauteur. « Vous êtes parti sans dire au revoir » répondit-il, le visage grave. « Il n'est pas difficile de deviner pourquoi. » Élise resserra sa prise sur les lanières de cuir. « Êtes-vous venu nous arrêter ?» Duroy secoua la tête. « Le détachement du capitaine Rochefort est arrivé plus tôt que prévu. Ils sont à votre cabane en ce moment même. » Il jeta un coup d'œil à Nayeli. « Ils ne seront pas ravis de trouver la place vide. »« Alors pourquoi êtes-vous là ?» demanda Élise, la méfiance tintant sa voix. « Pour aider, » dit-il simplement. « Il y a un hameau à 3 jours de cheval vers le nord, peuplé de familles mixtes. Des femmes autochtones mariées à des colons ou des Mexicains. Vous pourriez y trouver refuge pendant que je me renseigne sur la famille de Nayeli. » Élise étudia son visage, cherchant la trace d'un mensonge, mais ne trouvant qu'une inquiétude sincère. « Pourquoi risquer votre carrière pour nous ?» Duroy détourna le regard, la mâchoire serrée. « Ma mère était une femme du peuple des plaines. Je sais ce qui arrive aux enfants qu'on arrache aux leurs. » Il croisa à nouveau son regard. « Et je reconnais un cœur bon quand j'en vois un, Madame Morin. » Après un moment de réflexion, Élise acquiesça. « Ouvrez la marche, lieutenant. » Ils voyagèrent ensemble tout l'après-midi, Duroy chevauchant en éclaireur. À l'approche du crépuscule, il les guida vers un canyon abrité doté d'une petite source, un lieu connu seulement des locaux et des pisteurs. Tandis qu'Élise préparait leur maigre souper sur un petit feu, Duroy montra à Nayeli comment identifier les plantes comestibles qui poussaient alentour. La méfiance initiale de la fillette envers le soldat avait laissé place à une curiosité prudente. « Elle a confiance en vous ?» observa Duroy plus tard, alors qu'ils étaient assis près du feu, après que Nayeli se fut endormie dans le chariot. « Je ne sais pas pourquoi, » avoua Élise. « Après tout ce que mon peuple a fait subir aux siens, les enfants voient au-delà de ces choses, » dit Duroy. « Ils reconnaissent la bonté. » Élise fixa les flammes. « Je réfléchissais à ce que vous disiez sur ces villages métis. Nous accepteraient-ils vraiment ? Ce ne sera pas simple, reconnut-il. Mais les gens de la frontière savent que la survie exige l'entraide. Beaucoup ont formé des familles, peu conventionnelles. » Quelque chose dans son ton fit lever la tête à Élise. « Que suggérez-vous exactement, lieutenant ?» Duroy soutint son regard avec calme. « Rien d'inconvenant, Madame Morin. Seulement qu'il existe différentes sortes de familles sur ce territoire. Certaines liées par le sang, d'autres par les circonstances. » Le lendemain matin apporta un ciel clair et une détermination renouvelée. Ils continuèrent vers le nord, progressant bien jusqu'à midi, moment où Duroy leva soudainement la main en signe d'avertissement. « Des cavaliers, dit-il sèchement. Ils arrivent vite de l'est. » Le cœur d'Élise s'emballa alors qu'elle plissait les yeux contre le soleil. « Des soldats ?»« Des guerriers, corrigea Duroy, l'expression sombre. Une expédition de guerre, 6 ou 7 hommes. »« Que fait-on » chuchota Élise, attirant instinctivement Nayeli contre elle. Duroy prit une décision rapide. « Suivez ce ravin. Il y a un bosquet de peupliers à 400 mètres. Cachez le chariot là-bas et attendez. » « Où allez-vous ?»« Leur parler, dit-il en vérifiant son arme de service. »« Ils vous tueront à vue, protesta Élise. Duroy eut un sourire fugace. « Pas si j'utilise les mots justes. Ma mère m'a appris bien plus que les plantes à manger. » Avant qu'Élise ne puisse argumenter davantage, il avait fait pivoter sa monture et galoper vers les guerriers qui approchaient. Elle n'attendit pas de voir la suite. Elle fit claquer les rênes et dirigea le chariot vers le ravin, le cœur battant à tout rompre. Derrière elle, elle entendit Duroy crier dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Les mots autochtones furent portés par le vent. Dans le bosquet de peupliers, Élise descendit Nayeli du chariot et l'entraîna profondément entre les arbres. « Nous devons être très silencieuses, » murmura-t-elle. «
bien que sa propre respiration lui semblât aussi bruyante que le tonnerre. Les minutes s'étirèrent comme des heures. Élise tenait la carabine de Jean prête, sachant qu'elle n'offrirait que peu de protection face à des guerriers déterminés. Soudain, Nayeli se raidit à ses côtés. « Quelqu'un vient !» chuchota-t-elle. Élise leva le fusil, son doigt se crispant sur la détente alors que les buissons bruissaient. Puis Duroy apparut, et un flot de soulagement l'envahit. « Tout va bien !» dit-il rapidement, levant les mains à la vue de l'arme. « Ils sont partis. Que s'est-il passé ?» demanda Élise en abaissant le canon. « Je leur ai dit que je cherchais une enfant perdue, la fille d'un chef, séparée de sa famille lors d'une attaque de cavalerie. Je t'ai décrite, petite. » Duroy s'agenouilla devant Nayeli. Ils ne te connaissaient pas, mais ils ont dit qu'il y a une tribu campée près du mont des esprits qui a perdu des membres lors d'un raid il y a 3 semaines. L'espoir et l'effroi se mêlèrent dans la poitrine d'Élise. C'est loin, 2 jours de cheval. Ils nous ont accordé un sauf-conduit. Duroy hésita. Mais Élise, si nous trouvons sa famille, je sais, dit-elle doucement. Elle rentre chez elle. Cette nuit-là, alors qu'il campait à l'ombre d'une mesa, Élise se surprit à observer Nayeli dans son sommeil paisible. La pensée de se séparer d'elle provoquait une douleur presque physique. « Vous vous êtes attachés » observa Duroy en la rejoignant près du feu. « Sottement » admit Élise. « Je savais dès le début qu'elle n'était pas à moi pour toujours. Pourtant, vous avez tout risqué pour la protéger. » Élise sourit tristement. « Après la mort de Jean, je pensais que mon cœur était mort avec lui. J'avais juré de ne plus jamais me laisser aimer. Cela fait trop mal de perdre quelqu'un. » Elle contempla la silhouette endormie de Nayeli. Mais elle m'a appelée maman cette première nuit, et quelque chose s'est brisé en moi. Duroy garda le silence un long moment. L'amour est rarement sage, Madame Morin, mais c'est la seule chose qui vaille la peine de tout risquer. Alors qu'Élise croisait son regard à travers les flammes vacillantes, elle réalisa avec une clarté soudaine qu'il ne parlait pas seulement de Nayeli. Le mont des esprits se dressait devant eux, sa silhouette accidentée se découpant sur le ciel azur. Ils avaient voyagé dans un silence tendu toute la matinée, chacun perdu dans ses pensées sur ce qui les attendait. Nayeli était devenue de plus en plus animée, reconnaissant des repères et bavardant dans un mélange de sa langue natale et des mots de français qu'elle avait appris. « Maison bientôt » dit-elle à Élise, pointant le doigt avec ardeur vers la montagne. Élise se força à sourire, bien que son cœur fût lourd comme le plomb. « Oui, ma petite, bientôt la maison. » Duroy chevauchait légèrement en avant, alerte au moindre signe de danger ou de bienvenue. Selon ses informations, la bande qu'il cherchait avait établi un campement temporaire dans une vallée au-delà de la montagne. Ceux qui avaient survécu à l'attaque de cavalerie qui avait séparé Nayeli des siens. « Ils ne nous accueilleront peut-être pas immédiatement », prévint Duroy alors qu'ils entamaient l'ascension d'un sentier étroit. « La confiance sera difficile à gagner. » Élise hochait la tête, comprenant la délicatesse de leur situation. Une femme blanche et un officier de cavalerie amenant une enfant autochtone dans une communauté qui avait toutes les raisons de les craindre et de les haïr. Lorsqu'ils franchirent la crête, la vallée se dévoila enfin. En contrebas, Élise distinguait les panaches de fumée s'élevant de plusieurs feux et les formes coniques des abris de branchages dispersés parmi les arbres. Sa gorge se noua. Après des semaines de recherche, l'instant de vérité était arrivé. Duroy leva la main pour leur signaler de s'arrêter. « Attendez ici, » ordonna-t-il. « J'approcherai le premier sous la bannière de trêve. » Le cœur battant, Élise l'observa descendre vers le campement, un linge blanc noué au canon de son fusil. Plusieurs hommes émergèrent pour aller à sa rencontre, leur posture méfiante, mais sans agressivité manifeste. « Nayeli !» Élise se retourna brusquement. L'enfant s'était dressé dans le chariot, les yeux écarquillés par la reconnaissance, scrutant les silhouettes en bas. Soudain, elle poussa un cri qui déchira la quiétude de l'après-midi, un nom répété avec une urgence croissante. Avant qu'Élise ne puisse l'arrêter, Nayeli avait bondi hors du chariot et dévalé la pente, ses petites jambes la portant avec une vitesse surprenante vers le rassemblement. « Nayeli, attends !» cria Élise, la panique montant en elle. Sans réfléchir, elle empoigna la carabine de Jean et se précipita à la suite de l'enfant, terrifiée à l'idée que des guerriers armés puissent mal interpréter la situation. Arrivée à l'orée du campement, le souffle court après sa course, Élise découvrit une scène qui la cloua sur place.
Nayeli était enveloppée dans l'étreinte d'une femme qui pleurait sans retenue, caressant le visage et les cheveux de l'enfant comme si elle ne pouvait croire à sa réalité. « Sa mère », murmura Élise, comprenant instantanément. La ressemblance était frappante, le même port altier, les mêmes yeux expressifs. Duroy s'approcha d'Élise avec précaution. « Elle s'appelle Yaredzi », expliqua-t-il à voix basse. Elle croyait Nayeli morte dans l'attaque ou emmenée dans une de ces écoles lointaines. Quand les soldats sont arrivés, elle a caché sa fille dans une crevasse, promettant de revenir. Mais le temps qu'elle parvienne à revenir, Nayeli avait disparu. Élise observa les retrouvailles, les larmes brouillant sa vue. La joie rayonnante sur le visage de la petite confirmait ce qu'Élise avait toujours su au fond d'elle. C'était ici, parmi les siens, qu'était sa place. Un homme âgé s'approcha d'eux, le visage profondément marqué par le temps, dégageant une dignité que l'âge n'avait pas entamée. Il s'adressa à Duroy dans sa langue, son regard naviguant entre le lieutenant et Élise avec une curiosité non dissimulée. « C'est le chef Taza », traduisit Duroy, le grand-père de Nayeli. Il demande comment une femme blanche en est venue à sauver sa petite fille. Élise hésita, consciente que chaque regard dans le camp était désormais braqué sur elle. « Dites-lui que je ne l'ai pas sauvée, c'est elle qui m'a sauvée. » Tandis que Duroy traduisait, l'expression du vieux chef s'adoucit imperceptiblement. Il parla de nouveau, plus longuement cette fois. « Il dit que vous êtes la bienvenue à leur feu ce soir, » rapporta Duroy. « C'est leur coutume d'honorer ceux qui protègent les enfants, peu importe leur sang. » Ce soir-là, assise près du feu communal, Élise écouta Yaredzi raconter, par l'entremise de Duroy, le récit déchirant de l'attaque. Comment leur clan avait été faussement accusé d'un raid contre des colons, comment la cavalerie avait frappé sans sommation, comment les familles avaient été déchirées dans le chaos. Nayeli était assise entre sa mère et Élise, tendant parfois la main pour toucher celle de la veuve, comme pour s'assurer que les deux femmes étaient bien réelles. Ce geste brisait le cœur d'Élise à chaque fois. Alors que la nuit s'épaississait, Yaredzi s'adressa directement à Élise, ses mots chantant dans la lueur des flammes. « Elle dit que vous avez le cœur d'une mère », traduisit Duroy. Nayeli lui a raconté comment vous vous êtes battu pour la protéger, même contre votre propre peuple. Élise secoua la tête. N'importe qui aurait fait la même chose. Duroy eut un sourire fugace en traduisant la réponse de Yaredzi. Non, pas n'importe qui. Plus tard, alors que le camp s'apaisait pour la nuit, le chef Taza s'approcha de nouveau d'Élise. Cette fois, il tenait quelque chose dans ses mains tannées, un simple bracelet de crin de cheval tressé et de perles. « Un présent », expliqua Duroy, « pour la femme qui lui a rendu son cœur. » Élise l'accepta avec révérence. « Dites-lui que je suis honoré. » Le chef parla encore, sa voix portant une force surprenante. « Il dit que vous aurez toujours une place à leur feu, que certains liens ne peuvent être rompus ni par la distance, ni par la différence. » Cette nuit-là, allongée sous des étoiles inconnues, Élise s'autorisa à ressentir tout le poids de ce que le lendemain apporterait. La séparation d'avec l'enfant qui avait réveillé sa capacité d'aimer. La douleur était aiguë, pourtant différente du deuil vide qui avait suivi la mort de Jean. Cette douleur portait en elle la chaleur de savoir Nayeli à sa place, entourée de son peuple et de son histoire. L'aube apporta une décision qu'Élise n'avait pas anticipée. Alors qu'elle se préparait à faire ses adieux, Yaredzi s'approcha avec Nayeli et Duroy. Elle fit une proposition inattendue. « Le clan se déplace vers le nord pour s'éloigner des patrouilles », traduisit Duroy. « Vers ce hameau mixte dont je vous ai parlé. Yaredzi demande si vous envisageriez de voyager avec eux. » Il marqua une pause, cherchant les mots justes. « Elle dit que Nayeli a besoin de ses deux mères à présent. » Élise les regarda, incrédule. « Ses deux mères ?» Duroy hocha la tête, l'expression douce. Dans leur culture, les enfants ont souvent plusieurs mères, des tantes, des grands-mères, les femmes du clan qui partagent leur éducation. Yaredzi vous offre une place dans leur famille. Élise regarda tour à tour Duroy, Yaredzi et enfin Nayeli, dont l'expression pleine d'espoir transcendait toute barrière de langue. « Je ne comprends pas. Pourquoi me ferait-elle confiance après tout ce que les miens ont fait ?» Lorsque Duroy traduisit sa question, Yaredzi s'avança et prit les mains d'Élise dans les siennes.
Elle parla doucement, ses yeux sombres emplis d'une émotion qu'Élise reconnut immédiatement. L'amour féroce et protecteur d'une mère. Elle dit que les cœurs parlent plus fort que l'histoire, traduisit du roi, que les ennemis peuvent devenir une famille lorsqu'ils partagent l'amour d'un enfant. Élise sentit les larmes couler sur ses joues. « Dites-lui oui », murmura-t-elle. « Dites-lui que ce serait un honneur. » Alors qu'ils se préparaient à partir ensemble, une famille improbable forgée dans le creuset du conflit, Élise surprit le regard de Duroy posé sur elle, une question muette dans les yeux. « Que ferez-vous maintenant, lieutenant » demanda-t-elle. Il sourit, retirant sa veste d'uniforme pour la plier soigneusement. « Mon engagement se termine le mois prochain. Je pensais que je pourrais trouver du travail comme traducteur vers le nord. » Une chaleur qui n'avait rien à voir avec le soleil matinal envahit la poitrine d'Élise. « J'ai entendu dire que ces hameaux accueillent les gens de bon cœur, quel que soit leur passé. »« C'est ce qu'on m'a dit, » répondit-il, son regard accrochant le sien un instant de plus que nécessaire. Alors qu'ils se mettaient en route ensemble, unis par des liens plus forts que le sang, Élise pensa à la promesse qu'elle avait faite sur la tombe de Jean. Elle avait juré de ne plus jamais aimer, croyant son cœur incapable de survivre à une autre perte. Pourtant, elle était là, son cœur non seulement survivant, mais s'élargissant, faisant de la place pour une enfant qui l'appelait maman, pour un peuple qu'elle avait jadis craint, et peut-être, un jour, pour un homme qui comprenait que l'amour était la seule chose qui valait la peine de tout risquer. La lumière du matin accrocha le simple bracelet à son poignet, ses brins tressés devenant le symbole parfait de la vie qu'elle commençait, des fils distincts s'unissant pour créer quelque chose de plus fort qui ne pourrait jamais l'être seul.